Bonjour à tous, je me présente, je suis Benoît Jacquemin du bureau d'études Vimen. J'avais déjà présenté quelques plateformes auparavant. Pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui on va parler flambement et déversement, mais on ne va pas en parler d'une façon à peu près classique que tout le monde pourrait connaître. On va en parler d'une manière à ce qu'on comprenne les évolutions du futur Eurocode. Et les évolutions du futur Eurocode, elles parlent beaucoup des imperfections et des calculs non linéaires. Donc, si on a compris les formules simplifiées de flambement et déversement que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'il n'y aura pas besoin de répéter parce que finalement, elles n'ont pas beaucoup changé, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer dans le prochain Eurocode. Et c'est bien de les comprendre tout de suite parce que si, tout va découler de là. Et donc, si on a compris ce webinaire d'aujourd'hui sur les imperfections et la non-linéarité, on aura compris beaucoup de choses sur les annexes de l'Eurocode. La présentation d'aujourd'hui, telle qu'on va la conduire, elle a plusieurs parties. Une partie réglementation et théorie que je vais vous présenter, et une deuxième partie exemple des calculs que Nicolas Bouzy et Florian Dupuis vont vous présenter. Et dans la présente partie, on va faire un petit rappel du contexte, des définitions, et on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui est notion d'imperfection, non-linéarité de second ordre. On va interpréter ça par le flambement et par le déversement, et on verra un petit vite fait les applications des formules simplifiées de l'Eurocode, parce que finalement, elles ne changent pas beaucoup. On n'aura pas le temps, malheureusement, de faire autre chose, d'aller plus loin dans le détail. On va déjà survoler beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de sujets, ce n'est pas possible de tout traiter en 30 minutes. Donc, c'est pour ça qu'en fin de présentation, on vous proposera un sondage, comme Maxime l'a dit, et on vous propose vivement de répondre à ce sondage afin que tous les acteurs de cette plateforme puissent être en mesure de répondre aux questions qui les inquiètent le plus. Alors, il y a tous les sujets d'instabilité, hein, mais il y a aussi les autres sujets, pourquoi pas, ça ne peut pas être que d'instabilité. Comme je l'ai dit, le but de cette présentation est d'introduire les imperfections et le calcul non linéaire de l'Eurocode 5 par les analyses simplifiées de flambement et déversement. Une fois qu'on aura compris ça, on pourra aller facilement aux structures plus globales. Pour ce qui est de l'état actuel de l'Eurocode, j'ai pas tout en tête, mais je sais qu'il y a plusieurs drafts qui sont sortis, une version 2021, une version de février 2023 et une version d'avril 2024. Si on essaie de comparer les trois, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de changements qui sont à l'intérieur. Pas mal d'annexes ont changé. Donc, une refonte totale de toutes les annexes, des mariages d'annexes, des choses qui ont été décalées, supprimées. On avait parlé la dernière fois de la prise en compte du fluage dans la méthode simplifiée. Ça a été déplacé dans une annexe C. On avait parlé d'imperfection. En fait, les coefficients d'imperfection des poteaux et de rectitude ont changé. On va en parler tout à l'heure. Et il y a aussi des modifications éditoriales, notamment le 005 qui devient E0K, même si ça reste la même chose. Mais tout ça pour que ce soit compatible et cohérent avec tous les textes de l'Eurocode ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet. Le flambement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une amplification géométriquement non linéaire des imperfections et ou des déformations du fait des contraintes de compression sous l'effet des actions extérieures. Je remercie Cédric Lecomte pour cette magnifique définition qui aide beaucoup. Si on prend un poteau simple ici, le poteau n'est jamais parfait, donc toujours un peu de rectitude. Quand on appuie dessus, il va s'équilibrer jusqu'à former une courbure. Et c'est ça le flambement. Après, déversement aussi, mais le flambement, c'est exactement ça, c'est pas autre chose. L'Eurocode nous dit qu'il faut tenir compte des imperfections et du second temps. Les deux sont intimement liés. L'Eurocode précédent le disait aussi, mais beaucoup moins détaillé, ce qui fait que finalement, c'était un peu une nébuleuse qu'on appliquait vraiment, entre guillemets, quand ça nous arrangeait. Ici, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus détaillé, ce qui fait qu'on pourra difficilement passer à côté. Je vais commencer par les imperfections. Les imperfections, tout le monde sait ce que c'est. Si on prend l'exemple de structures parfaitement droites, comme on les modélise souvent avec des actions extérieures, dans les barres qui sont comprimées, on doit rajouter des imperfections locales unitaires. Donc, c'est ce qu'on fait déjà par l'intermédiaire des coefficients de flambement. Ces coefficients intègrent déjà ces défauts, et ces défauts, ils sont dus à quoi? Ils sont dus aux imprécisions de production.
Ils sont dus aux inhomogénéités de matériaux, les matériaux qui sont pas homogènes, et aux contraintes internes de fabrication quand ils vont en scierie ou quand ils sont en usine. À ce défaut-là, on doit rajouter une imperfection globale qui sont dues au défaut d'implantation des barres, aux tolérances de pose de mise en œuvre des barres. Je prends l'exemple du portique, mais ça peut être n'importe quoi. Et une fois qu'on a ça, ça nous donne un défaut global, notamment pour cette structure stabilisée-là, et qu'il faudra considérer, en plus des actions extérieures des structures parfaites, on intégrera, selon les cas et selon ce que dira l'Eurocode, ces imperfections locales. Alors, on pourra marier différentes solutions au niveau des différents calculs, mais dans le principe, il faut tenir compte des imperfections locales, des imperfections globales et de toutes les actions extérieures. Tout ça de façon à être beaucoup plus précis dans la définition des efforts et des assemblages. Donc, ces actions sont à considérer en plus des actions extérieures et en plus, cerise sur le gâteau, si jamais on a une structure qui est plus ou moins souple, il faut considérer le calcul de ces structures à l'équilibre déformé, donc c'est-à-dire est-ce que ces structures sont souples et permettent d'avoir des calculs de second temps. Les imperfections considérées, donc je vous l'ai dit, on le fait déjà quand même pas mal. Donc, ça ne chamboule pas tout. Par contre, c'est la façon de les aborder dans le prochain Eurocode qui va quand même pas mal changer. Les formes et les valeurs des imperfections, telles que c'est écrit dans le code actuel, on a nos deux imperfections, nos imperfections en arc et nos imperfections de type inclinaison. Pour le bois massif, pour les imperfections de fabrication et de matériaux, on est dans l'ordre du 400e, et pour le lamellé collé et tous les autres produits en usine, on est à peu près de l'ordre du 1000e. Tout ce qui est imperfection de tolérance et de mise en pose, de pose, on est à peu près au 200e de la hauteur de ce point de vue-là. Pour ce qui est structure à peu près globale, donc tous les portiques, les arcs, on retrouve exactement la même chose. Nos imperfections ici qui sont en arc, cumulées à nos imperfections de tolérance de pose. Ce qui fait qu'on peut avoir une forme un peu bizarroïde. C'est pas une forme déformée, hein, on est bien d'accord, c'est une forme qui est bien en fonction des imperfections. Et les imperfections, elles peuvent être symétriques ou non, ce qui complexifie quand même pas mal la chose, parce que selon le cas de charge que l'on va avoir, le cas de charge dimensionnant, c'est soit cette imperfection-là, soit celle-là qui va être dimensionnante. Et donc, là, il est pareil pour les structures en arc, mais dans le principe, c'est ça qu'il va falloir faire. Pour les bâtiments multi-étagés, le code nous dit que il va falloir prendre une imperfection générale d'aplomb. Ça, c'est ceux qui connaissent un peu l'Eurocode 3, les chambres métalliques, ils sont coutumiers du fait. Pour le déversement, on a des petits graphiques supplémentaires qui nous disent comment prendre en compte les imperfections de torsion et de déformation en arc. Et là, je vous ai mis un petit exemple sur un bâtiment multi-étagé. Quand on va faire un bâtiment comme ça, il va falloir considérer une imperfection globale sur toute la hauteur du bâtiment et une imperfection locale, en tout cas au niveau des poteaux, par exemple, pour calculer ce diaphragme-là et l'effort qu'il amène sur le noyau avec une imperfection locale. Donc, c'est tout ça marié qui va nous déduire les efforts dans les structures. Quand est-ce qu'il faut en tenir compte de ces imperfections? En gros, tout le temps. Et aussi bien à l'état d'équilibre des structures de premier ou de second ordre. Donc, si on a des structures souples, ce qui arrive quand même relativement rarement, j'ai envie de dire, le second ordre, en tout cas en structure bois, il faudra tenir compte de coefficient d'amplification. Si c'est au premier ordre, on ne tiendra compte de ces imperfections qu'au premier ordre, ce qui fera finalement des efforts relativement faibles. Et bien sûr, il faut en tenir compte aussi bien pour les barres que pour les systèmes de portiques, de pales de stabilité, de poutres vent. Là, l'Eurocode nous met un petit graphique de poutres bipentes et il dit en gros, quand vous avez ces poutres-là, il faut calculer une inclinaison du fait de l'imperfection et avec ça, en déduire les efforts, par exemple, dans ces barres et aussi dans les appuis. Même système que l'on a, mais qu'on fait déjà actuellement pour les poutres au vent. Comment est-ce qu'on fait pour réduire une poutre au vent, pour réduire un arbalétrier qui possède sa propre imperfection? Voilà, l'Eurocode nous dira des choses qui seront quand même beaucoup plus précises que celles que l'on a déjà. Petite introduction au calcul non linéaire. Qu'est-ce que c'est que le calcul non linéaire? C'est lorsque les déplacements et les déformations n'ont pas d'effet
ou très peu d'effets sur les efforts. Par exemple, on prend le cas d'un portique qui est stabilisé par des croix de Saint-André. Quand on appuie dessus, le portique va se déformer une fois, mais à cause de sa raideur, il va très peu se déformer. Donc, les déplacements du portique n'auront pas d'incidence sur le comportement général de la structure. Donc ça, c'est un calcul de premier ordre. C'est ce que j'ai essayé de vous mettre ici. On calcule tout de suite la première déformation et après le reste, on est constant. Donc, on n'a pas d'amplification du fait des déplacements. Par contre, pour un calcul second ordre, quand on a un portique qui est un peu plus souple ou une raideur qui est trop souple aussi pour tenir compte que ce soit rigide ou pas, il va falloir passer en calcul non linéaire avec au centre d'imperfection d'ailleurs. Et ce calcul non linéaire, on comprend bien que quand on fait un premier calcul, la structure a tendance quand même à encore vouloir partir. Donc, elle va continuer à se déplacer jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Et donc, les effets non linéaires de second ordre, ce sont que les déformations qui sont issues du premier cas de charge continuent d'augmenter jusqu'à un état d'équilibre. Et cet état d'équilibre, il sera calculé soit via un coefficient d'amplification, soit par le logiciel de calcul qui fera des calculs par itération. Donc, toute la question qui va être de se poser, c'est quand est-ce qu'on tient compte qu'une structure est rigide ou souple. Et bien ça, on va en parler, mais on ne va pas en parler tout de suite parce qu'on va commencer à regarder pourquoi ça, à partir de quand ça commence à partir ou pas. Donc, on va commencer à parler du flambement, on va passer assez vite là-dessus, tout le monde connaît ça. On prend l'exemple d'un poteau comprimé avec un appui intermédiaire dans le sens d'une inertie et pas d'appui dans l'autre. En fait, le poteau, il va avoir tendance à partir avec une courbure en S, par exemple, pour cette configuration-là, en flambement plan, et dans le flambement dans le plan, comme on n'a pas d'appui, elle va partir, elle va faire une courbe totale. Et en fait, le comportement en flambement, c'est juste un effort normal, plus un moment du fait de la courbure, qui va considérer qu'on est comme en flexion composée dans la barre. Donc ça, c'est du flambement. Donc c'est bien un déplacement du poteau qui engendre des contraintes supplémentaires et dans lequel on va vérifier l'état de contrainte. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, quand on a une colonne qui est parfaitement droite, qui est tenue ou qui est assez peu élancée, en fait, la ruine, elle va intervenir en compression axiale. Par contre, quand on a une colonne qui possède ses propres imperfections de style imperfection en arc, quand on va appuyer dessus, le poteau va se déformer et il va se déformer jusqu'à atteindre son équilibre. C'est ce que j'ai appelé au bout de certains temps, mais c'est bien comprendre que c'est un équilibre. Ce n'est pas une phase temporelle, c'est une phase d'équilibre. Donc, quand on appuie sur notre poteau, à cause de cette imperfection initiale, on a un supplément de courbure amplifié par les effets de second ordre, dans lesquels vont apparaître des moments additionnels dus à la déformation. Et c'est ces moments-là qu'il va falloir intégrer, en plus de l'effort normal, dans le dimensionnement. Et donc, c'est ce concept-là que reprend tout l'Eurocode, soit par les formules simplifiées, soit par les formules non linéaires. Pour essayer de comprendre d'où ça vient, ça vient de la théorie de la colonne de l'air, la fameuse formule de l'équation différentielle E et Y second avec le moment ici, dont on se sert pour calculer les déformations des poutres. Et là, on le fait aussi pour calculer une déformation d'un poteau. Le moment ici correspond à l'effort normal qu'on applique au poteau, amplifié du décalage d'abscisse X du fait de la courbure. Et quand on essaye de résoudre cette équation différentielle, il vient une solution de la forme, pi carré EI sur L2, la sinus NPX sur L. Donc, ça veut dire que la courbure est de la forme sinus X. Et pour résoudre cette équation différentielle en fonction des conditions limites, on en déduit un effort critique, ici, de la forme n carré pi carré EI sur L2. E étant le module Young, I étant l'inertie dans le sens de l'inertie qu'on souhaite considérer, et L, ici, étant la longueur de la barre entre ces appuis. Et en fait, cet effort critique, c'est simplement la capacité de la barre à encaisser un effort normal. Donc, c'est-à-dire que ça représente la raideur de la barre dans laquelle aucun effort supérieur à cet effort critique ne pourrait être appliqué, quelle que soit son imperfection. Le poteau, il va partir.
Ainsi, quand on fait la résolution de cette équation différentielle, la solution de cette équation différentielle, elle implique deux choses. Soit on appuie sur la barre, sans aucune déformation latérale, donc avec le coefficient a égale 0, on appuie sur la barre, il ne se passe rien. Soit, deuxième solution de l'équation différentielle, la barre présente des bifurcations brusques d'équilibre sous la forme de déformations latérales et sinusoïdales, dont la solution est de cette forme-là. Donc n ici étant un entier. Donc quand on va appuyer sur notre barre elle va partir tout de suite là, avec une forme en arc. Si on bloque cette forme en arc, on va continuer à augmenter la pression et elle va partir avec cette seconde forme en arc, etc., avec, enfin, jusqu'à atteindre le nombre de vagues que l'on souhaite en fonction des appuis que l'on veut considérer. Dans cette équation différentielle-là, on remarque qu'il n'y a pas de solution intermédiaire, soit il y a un flambement, soit il y en a pas. Donc ça, c'est tout à fait vrai, sauf que nos barres, les barres droites, ça n'existe pas. Comme on l'avait vu tout à l'heure, les barres, elles présentent des contraintes internes dans le matériau, tout comme les barres en acier d'ailleurs. Elles présentent des moyens de production qui influent sur ces barres et les matériaux élastiques, surtout pour le bois, n'existent pas. En tout cas, ils ne sont pas parfaitement homogènes. Donc, la meilleure façon de considérer par les différents essais qui ont été réalisés ces éléments se fait par une imperfection en arc initial. Donc, dans l'équation différentielle que l'on a, on va y rajouter ici notre imperfection initiale. Donc, c'est ce que j'ai essayé de remettre dans le petit graphique ici. On met notre imperfection initiale et on essaye de résoudre cette équation différentielle. Et en fait, ce que l'on montre, si on avait un peu de temps, on pourrait le faire, c'est hyper intéressant, mais en tout cas, ce que l'on montre, c'est que pour atteindre un effet de second ordre stabilisé, un état d'équilibre, en fait, l'amplification initiale, elle sera augmentée d'un coefficient qui est ici de cette forme-là, c'est toujours le même, hein, écrit de façon un peu différente parce qu'on le retrouve parfois de façon un peu différente. Mais en fait, l'augmentation de l'imperfection initiale du fait de l'effort de compression et des effets de second ordre, c'est juste l'application de ce coefficient-là. Ce coefficient-là, c'est quoi? C'est l'effort normal n. Bon, c'est juste l'effort de calcul sur lequel on appuie. Et l'effort critique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est très, très important. C'est l'effort critique qui est capable d'encaisser la poutre. Donc, quand on fait le rapport alpha-CR, qui est de l'effort de calcul sur NCR, on obtient un rapport N sur NCR. Et quand on voit ici, je vous ai fait un petit graphique pour montrer l'évolution de l'effort normal par rapport à l'effort critique en fonction de l'amplification. On s'aperçoit que quand l'effort ici est très faible, et ben en fait, on n'a quasiment pas d'amplification ici de l'imperfection, donc ça ne bouge quasiment pas. Par contre, plus on se rapproche de l'effort critique, et ben en fait, c'est pas linéaire, ça a tendance à vite partir, quoi. Une fois 0,8, ben on va vite arriver à un état instable. Et donc, c'est ça que dit Eurocode. Quand on a un alpha-CR qui est inférieur à 1, alors la colonne est stable, pourvu que l'on vérifie bien sûr les contraintes à l'intérieur du matériau. Et par contre, si on a un alpha-CR supérieur à 1, alors là, ça traduit une instabilité et il ne peut pas y avoir d'équilibre. Et donc là, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, on n'a plus une bifurcation de l'effort de flambement, on a ce qu'on appelle une divergence. Donc, on va partir de l'imperfection jusqu'à arriver à l'effort critique, à frôler l'effort critique au maximum. Et ça va être ça le flambement que l'on va avoir. Donc, ça c'est du flambement. Rien d'autre. Pour répondre à la question de tout à l'heure, à partir de quand est-ce qu'on doit considérer une structure comme souple? L'Eurocode nous dit, dans son annexe B3.1, que c'est cette formule-là qu'il faut considérer. Alpha étant le rapport de l'effort normal sur l'effort critique. Quand le rapport de l'effort normal sur l'effort critique via cette formule-là est supérieur à 1, alors ça veut dire que les efforts du second ordre qui présentent une augmentation de plus de 10% des effets des actions doivent être considérés. Donc, on a plusieurs façons de l'écrire. Donc, à partir du moment où ce coefficient-là, via le coefficient alpha-CR que l'on a vu tout à l'heure, est supérieur à 0,1 ou supérieur à 1,10 selon la façon d'écrire, est supérieur là, alors il faut considérer les effets de second ordre. Sinon, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Expliquer un peu différemment, ça va nous conduire tout de suite ça au niveau des poteaux.
Et en fait, c'est grâce à cette formule-là ici qu'on va retrouver les limites de bornage des élancements de poteaux. Le flambement de l'Eurocode va nous dire qu'il faut prendre le flambement au-dessus de lambda de 0,3. En fait, le lambda, quand on le remonte au carré, c'est à peu près la même chose que le alpha CR. Et en fait, ce qu'on a vu ici pour le alpha CR pour trouver cette formule-là, il est égal à 0,09. Et la racine de 0,09, ça fait 0,3 ici. Donc, c'est pour ça que cette limite de bornage ici a été définie. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Si on essaye maintenant de retrouver ce que c'est qu'une équation de flambement en analyse non linéaire, en fait, c'est pas très compliqué. On a un coefficient qui est fonction de l'effort normal, du rapport de l'effort normal et de l'effort résistant, et on a un coefficient qui est fonction du moment dû à la première imperfection amplifié des efforts de second ordre, et tout ça ramené à la résistance. Et ça, c'est ni plus ni moins que l'équation du flambement. Et en fait, cette équation de flambement, ce qu'on remarque dans le code, c'est qu'elle n'est pas du tout écrite comme ça dans la méthode simplifiée. Elle est écrite d'une façon qui est très différente, qui a été formulée pour les structures métalliques, qui est la formule d'Ayrton-Perry, ça doit parler à quelques-uns, qui est formulée de cette façon-là. On pourrait s'amuser à la démontrer, alors on n'a pas le temps de le faire ici, mais on pourrait s'amuser de le faire. Et en fait, en introduisant le coefficient lambda relatif ici, qui n'est ni plus ni moins que l'effet de la capacité de la section sur son effort critique, parce qu'on travaille à 100% de la section, le tout au carré. Ça, c'est notre alpha CR que l'on a vu tout à l'heure. On introduit alors les fameuses formules de l'Eurocode que l'on a ici par le truchement de formules intermédiaires que l'on a ici. Donc, ça veut dire qu'on arrive ici à une formulation qui est linéaire, avec l'introduction d'un coefficient de flambement qu'on a ici, qui est exactement la même chose que cette formulation ici, qui est non linéaire. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est clairement là-dessus que va tendre le futur Eurocode. Et quand on ne pourra pas rentrer dans ces formulations-là, formulation simplifiée, il va clairement falloir aller là-bas dans les annexes. Et ces annexes, elles sont écrites d'une façon, quand on les comprend pas, c'est compliqué, mais quand on commence à comprendre d'où viennent, tiens, ça, il y a du NCR, donc ça veut dire que c'est une amplification, et ça, c'est l'imperfection, tout de suite, on comprend un peu plus d'où ça va. Dans cette formulation, là, d'Ayrton-Perry, on a un petit coefficient, là, ici, qui est N, qui est, en fait, le facteur d'imperfection, et qui a été remplacé dans l'Eurocode par cette formule. En temps normal, j'en aurais pas parlé. Par contre, le bêta-C, là, ici, dans l'ancien Eurocode, je pense que vous vous souvenez tous que c'était 0,1 pour le lamelle écoulé et 0,2 pour le bois massif. C'est plus le cas. Ce sera maintenant une formulation qui est écrite comme ça. En fonction de l'imperfection, on a une formule. Alors, on peut faire facilement le rapport entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu les mêmes choses qui se passent ici. Sauf qu'il y a il y a des formulations un peu plus différentes. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette formulation-là, elle est valable pour les sections rectangulaires. Parce que quand on s'amuse à le démontrer, on remarque qu'en fait, pour les sections circulaires, c'est pas tout à fait le cas, le coefficient n'est pas tout à fait le même. Parce que, si je me suis pas trompé dans mes formules, c'est ce critère-là, ici, qui définit ce coefficient qui est ici à l'intérieur de la formule. Voilà, c'était juste un petit aparté pour dire attention, si jamais un jour vous avez à le faire et que l'Eurocode par l'avenir, il change pas, parce que c'est possible, il change pas, hein, peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu à deux fois, ou peut-être qu'on aura d'autres conditions d'application, je ne sais pas. Voilà, tout ça pour dire que quand on va comparer la formulation linéaire à la formulation linéaire, on a, quand on a un taux de travail de 1, parfaitement corrélé, ça marche très bien. Donc la méthode décassée simplifiée et linéaire, donc c'est ce qu'on voit sur cette courbe bleue. Donc en dessous du taux de travail de 1, elle est plutôt sécuritaire. Mais par contre, c'est ça que je voulais montrer, c'est que quand on est supérieur à 1, en fait, la formulation non linéaire, qui est quand même la formulation réelle normalement de toute structure, ça monte très très vite. Donc, quand on a un taux de travail de 7%, en fait, ici, en formulation non linéaire, on a 106% de taux de travail.
Donc, particulièrement pour le flambement, il faut éviter de tolérer des dépassements de taux de travail. Alors, des fois, on est tenté de dire oh, ça va passer, mais en tout cas, pour le flambement, comme on n'est pas linéaire, ça ne marche pas vraiment. Et donc, c'est ça que j'essaie de montrer. Alors, avec le truchement des coefficients, c'est pas tout à fait vrai, mais malgré tout, il faut quand même essayer d'avoir ça en tête. Donc, petit rappel, avec cette méthode-là, on a un coefficient linéaire qui va continuer gentiment à sa route, alors qu'avec une méthode non linéaire, comme le NCR n'est pas linéaire à cause des carrés, ça va vite monter quand on va passer un taux de travail supérieur à 1. Concernant l'aspect réglementaire de l'Eurocode par rapport au flambement, on ne considère d'un point de vue calcul le flambement que dans une seule direction au niveau des imperfections. C'est ce que disent ces formules-là. Donc, on ne cumule pas ici du KCZ avec le KCY. Donc, soit on a un flambement Y, soit on a un flambement Z. Et donc, encore une fois, le flambement n'est imparfait que pour une seule direction à la fois, que pour une seule formulation qu'on a ici. Donc, ça ne se cumule pas. Au niveau des formules de vérification, ça reste assez les mêmes, donc il n'y a rien qui change. Au niveau des formules du KC, ce sont les mêmes, hormis cette formulation d'imperfection qui change un peu par rapport à ce qu'on avait avant. 0,1 pour lamellé-collé, 0,2 pour le beau massif. Mais vous verrez dans les exemples qui seront explicités tout à l'heure qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ils ont juste essayé dans cette formulation d'imperfection, et c'est ça qui est bien, d'avoir ici, de pouvoir quantifier réellement l'imperfection en arc que l'on a ici. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Et pour les formulations de vérification, ce sont les mêmes, hormis que maintenant l'Eurocode 5 va dire qu'attention, ces formules-là, pour la méthode simplifiée, ne tiennent pas compte du déversement, ni de l'interaction non linéaire entre les forces et les moments. On n'en a pas parlé, mais quand on a un moment qui est quand même relativement important, on a un effet de second ordre qui va s'appliquer sur le moment en plus que sur l'effort normal. Et ça fait partie de la méthode de l'annexe C, qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais il faut quand même l'avoir en tête. Un petit inconvénient sur la méthode des KC, cette méthode ne considère pas les efforts au droit des assemblages. Donc, si jamais on a un portique du fait d'une imperfection, avec la méthode des KC, on ne peut pas calculer cet assemblage ici du fait de l'imperfection et du fait des effets de second ordre. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par la méthode linéaire. Ça, c'était une petite aparté. On va maintenant passer au déversement. Donc, le déversement, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'en fait, ce sera le même principe d'implication des imperfections qu'avec le flambement. Bien sûr, le déversement, il arrive lorsque l'inertie IY ici est supérieure à l'inertie Z. Si ça, dans l'autre sens, ça ne marche pas, bien sûr. Le matériau est considéré parfaitement élastique linéaire. Le déversement peut se cumuler avec le flambement, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pourra voir dans nos plateformes. Là, on n'aura pas le temps. Donc, le déversement, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplification non linéaire de deux imperfections sous l'effet des actions. Parce qu'on voit bien qu'ici, cette poutre, elle va se déplacer horizontalement et en plus, elle va gauchir. Donc, courbure latérale en arc, quand on vide dessus, c'est ce qu'on a amplifié de l'effet de second ordre, et cumulé avec une torsion ici de la barre. Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici par ce petit graphique. Donc, la barre, en plus de se décaler vers la gauche, elle a tendance à se rabattre un petit peu, ce qui fait qu'en coupe, ça correspond à ça. Tout comme le flambement, il existe un moment critique qui ne peut pas être dépassé sous risque de provoquer le déversement de la poutre. Et ce que j'ai voulu montrer là ici, et qui est quand même relativement intéressant, c'est qu'on a quand même une espèce de connivence entre les deux formules. On remarque le pi carré là dans le moment critique, on regarde la longueur au carré avec tous les termes ici, EI, module d'ion d'inertie, ça c'est le terme de torsion. Et en fait, on remarque bien que les deux, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est juste la seule chose qui change, c'est ce petit carré là ici. C'est que quand on a une formulation en moment, c'est une formulation quadratique. Donc, c'est pour ça que dans les formules de l'Eurocode, ici, on a un racine qui traîne pour avoir le moment critique. Mais c'est juste à cause de ce petit coefficient-là qui vient de l'équation différentielle qu'on ne va pas montrer parce qu'on n'a pas le temps, mais si on avait à le faire, c'est là qu'on le démontrerait.
Et c'est pour ça que dans le futur Eurocode, on a un facteur d'instabilité qui sera de forme quadratique ici. Donc là, de forme my crit sur my carré, ou l'inverse, ça va dépendre de ce qu'on cherche. Mais ici, c'est pour ça qu'il est élevé au carré. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans l'amplification de second ordre qu'on a de l'imperfection, ce petit coefficient-là est ramené au carré. Mais sinon, on voit quand même bien, et c'est ça qui est intéressant, qu'il y a quand même une très grosse analogie avec le flambeau. Pour tout ce qui est facteur modifiant les longueurs de déversement, donc ça c'est ce que tout le monde connaît, donc tout dépend du point d'application de la charge. Si la charge appuie au-dessus, on comprend bien que ça va aggraver le déversement parce que ça va engendrer une tension supplémentaire. Si on applique au milieu, l'effet est moindre, et si on applique sur la face inférieure de la poutre, on a un effet plutôt stabilisant. Et l'Eurocode va considérer cet effet par l'implication de coefficients qu'on appelle ici KECC. Et en fait, on va choisir la position de notre poutre, plus ou moins un peu comme on veut, et on va en déduire un coefficient. Et donc, ce coefficient va jouer sous la longueur de déversement, ce qui va nous permettre de faire des calculs qui, à mon avis, seront plus précis que ce qu'on avait déjà auparavant. Le déversement est aussi modifié par la présence de moments et encore plus par la présence du moment entre les points de blocage. Donc, c'est ça qui donne la force du moment, enfin la forme du moment, pardon. Quand on a une poutre sur deux appuis sans point de blocage intermédiaire, on a une poutre avec une charge répartie ici, donc un moment parabolique. Alors, si on veut calculer le déversement de cette poutre, on considérera ces coefficients ici. Par contre, cette même poutre, si on veut mettre des points intermédiaires parce que ça ne passe pas, on va la calculer ce moment entre points de blocage. C'est-à-dire que la forme du moment considérée, par simplification, ce sera cette forme-là. Après, si on veut affiner, on essaiera d'aller chercher d'autres coefficients. Mais en tout cas, c'est cette forme-là qu'il faudra aller chercher. Donc, toujours pareil, la forme du moment, elle est bien entre points de blocage. Elle n'est pas, c'est pas la forme de moment globale de la poutre. Et donc, par l'intermédiaire de ce coefficient, forcément, le moment constant, c'est ce qui donnera le coefficient le plus défavorable. Et selon la forme du moment, en fait, la forme du moment va bien sûr diminuer si on est différent de ce moment-là. Donc, plus j'ai envie de dire, plus la surface du moment ici est importante, plus l'énergie développée par la poutre sera importante, donc plus le coefficient se rapprochera d'eux. Il en est de même pour les conditions d'appui des poutres. Une poutre en console va se déformer si elle n'est pas tenue avec un déversement qui est égal à 2 fois sa longueur. Et par contre, si elle est tenue en extrémité, en fait, là, elle sera bloquée ici de ce point de vue-là. Pardon. Et donc, ça nous permettra de ramener un petit peu la longueur de déversement ici. Donc ça fera partie des conditions d'application des annexes de l'Eurocode. Si on essaye de se comparer par rapport à la formulation de l'équation linéaire que l'on a vue tout à l'heure, vite fait, on a toujours notre moment Y sur le moment résistant, auquel on rajoute une amplification due aux imperfections de torsion et en arc. Là, il faut juste remarquer ici qu'ici, c'est les effets du second ordre, donc l'amplification. Et ici, c'est les effets dus à l'imperfection. Voilà, pas plus. Et en fait, cette équation linéaire, c'est ni plus ni moins que le fait de l'intégration des coefficients calcrites que l'on a ici. Et la formulation du coefficient calcrite, elle est largement différente de celle que l'on avait auparavant pour l'Eurocode 5. Par contre, c'est à peu près la même que c'est pour le flambement ou même que pour le déversement des poutres en acier. C'est l'intégration de deux coefficients, le coefficient d'imperfection de torsion initiale et le coefficient d'imperfection en arc. Avec les coefficients qui vont bien, avec les formes d'imperfection qui vont bien, qui sont écrites dans le tableau du Eurocode. Toujours pareil, quand on essaie de comparer les méthodes linéaires et non linéaires que présentera le futur Eurocode dans ses annexes, il faut bien avoir à l'esprit que la méthode linéaire donne une progression constante, alors que la méthode non linéaire, à cause des carrés que l'on rencontre, une fois qu'on dépasse le taux de travail de 1,
ça augmente largement. Donc, de façon moins importante que pour le flambement. Là aussi, on a fait un petit test pour un dépassement de taux de travail de 8%. En fait, en linéaire, en méthode non linéaire, on a un dépassement de 35% en réalité de la contrainte. C'est moins impactant, mais ça l'est tout de même. Donc là, pareil, pour les formulations de déversement, il faut éviter d'avoir des taux de travail qui sont supérieurs à 1. Voilà, dans le principe, parce que sinon, on arrive dans le domaine vraiment largement non linéaire et on devient un peu coincé. Concernant les formules de vérification de flambement à l'Eurocode 5 telles qu'elles seront futurement intégrées, les formulations de la contrainte critique, ce sera les mêmes que ce qu'on a avant. Ça n'a pas changé. Ici, petit aparté, si on a la borne à 0,3, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à cause du alpha-CR, c'est le moment où lequel les effets du compteur sont intégrés. Donc la fameuse formule 1 moins alpha qui divise alpha, c'est les effets supérieurs à 10% dans les contrôles. Voilà, plus ou moins. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avant, pour la considération, quand on est en fibre, quand on appuie sur la fibre supérieure, on avait une longueur de déversement qui était augmentée de 2H ou diminuée de 0,5H si on est appliqué sur la fibre tendue. Ici, on aura une formulation qui sera un petit peu différente, qui sera sans doute un petit peu plus proche de la réalité, qui sera sans doute un peu plus précise. Pour la formulation de moment, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, on en a parlé. En fonction du moment entre points de blocage, les coefficients ne seront pas tout à fait les mêmes. Et voilà, pour ce qui est formulation des équations de déversement, on avait ça avant, je vous l'ai remis parce que c'est quand même largement différent. On pourrait expliquer ici tous les coefficients parce que c'est intéressant, mais voilà, en tout cas, il faut retenir qu'on a quasiment une formulation ici qui est quasiment identique au flambement, avec deux imperfections qui sont considérées, une en torsion et une en flexion hors plan. Et concernant les vérifications de contraintes finales, quand on a de la compression, on tient compte aussi du déversement, ici avec le coefficient KZ. Quand on a de la traction, on tient compte du déversement. Par contre, attention, ce que dit aussi l'Eurocode, c'est que ces formules-là ne tiennent pas compte de l'interaction non linéaire entre les formes. Donc, l'annexe C définira des conditions qui font que ces formules-là sont valables ou pas, ou s'il va falloir passer par d'autres formulations. Mais là, l'ayant pas étudié, je ne saurais pas plus vous en dire pour le moment.